Les clés de la ville, en direct de Paris. Une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Maxime.fr et Arkea Banque. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce troisième numéro, effectivement, troisième numéro des clés de la ville, le Tour de France de l'immobilier. On a un plaisir fou de partir sur les routes avec notre équipe pour vous faire découvrir les territoires, les principaux territoires, mais aussi les villes de taille moyenne, puisqu'on a décidé aussi de vous faire découvrir les villes de taille moyenne. Pour ce Tour de France un peu particulier, il faut le dire, puisque le mois dernier, comme vous l'avez constaté, nous n'avions pas eu de numéro, donc on a un petit mois de retard. Nous sommes ici à Paris, dans cette belle ville lumière, accompagné de mon complice, rédacteur en chef au sein du groupe Figaro Immobilier, notre ami Olivier Marin. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va, Olivier ? Très bien, comme toujours. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, une grande émission. On rappelle effectivement le principe, les clés de la ville. Donc, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo. Émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, pour plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier, bien sûr, mais pas que. On révèle des secrets du passé, on évoque des réalisations architecturales, on se projette dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler les projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Nantes et Léon, nous sommes à Paris. Au sommaire de l'émission, notre grand témoin, très heureux de vous recevoir ici, c'est Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la ville de Paris en charge de l'urbanisme, du Grand Paris et des relations avec les arrondissements. Nous aurons également en plateau Francis Poiret, qui est le vice-président du fichier Amepi à Paris, avec qui on parlera immobilier plus précisément. On aura également Aurélien Deleu, d'Arkea Banque et Territoire, et puis Pierre Leroy, le cofondateur d'EP et de Maxime, mais aussi des experts de l'histoire de Paris, de l'architecture. Voilà, c'est un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Paris, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito. Merci Olivier, merci Emmanuel Grégoire d'être avec nous. On va tenter sous divers prismes comment la ville de Paris est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui. Vous savez, connaissez l'adage « Paris sera toujours Paris ». Vous connaissez bien sûr l'expression. Après des mois de crise, de fermeture de magasins, de cinéma, de musées, cette expression « Paris sera toujours Paris » est presque désuète. La capitale, notre capitale, elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est triste ? C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas à Paris. L'expérience de la crise sanitaire que nous vivons est très traumatique pour les grands centres urbains. Pourquoi ? Parce que la ville, ça a beaucoup d'inconvénients. Il y a le bruit, c'est parfois pollué. C'est parfois difficile de se déplacer, que ce soit en voiture ou tout autre moyen, mais ça a des avantages. Et c'est vrai que la crise sanitaire nous prive de ces avantages. Et ces avantages, c'est évidemment la convivialité exceptionnelle qui se dégage de ces grands centres urbains. C'est la question de l'accès aux services publics, de proximité. C'est la question de la vie artistique et culturelle. Mais enfin, pour rester optimiste, mon sentiment, c'est que aussi longue soit-elle, cette crise ne restera qu'une crise et que nous pourrons nous projeter positivement dans l'avenir. Je crois que ce qui fait la richesse de Paris et de toutes les grandes villes, c'est d'abord ses habitants, et ils sont là, ils resteront là. Et donc, dès qu'on le pourra, on rouvrira tout ça et on retournera faire la fête. Alors, je propose qu'on se réchauffe le cœur et l'âme, si vous voulez bien. Il y a peut-être une solution aussi, quand même. C'est de se balader dans Paris, de s'arrêter dans une rue, de s'asseoir sur un banc, on peut encore s'asseoir sur un banc, et de se dire à quoi cet endroit pouvait-il donc ressembler à l'époque Emmanuel Grégoire. Alors, quelle époque ? Le vieux Lutèce, la Révolution, la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Souvent, il arrive que certaines rues ou places aient conservé des vestiges d'une autre époque, des panneaux, des plaques, des gravures. Moi, j'adore justement ces endroits. Mais le temps supprime parfois plus d'avantages qu'il ne conserve. L'évolution d'un immeuble parisien, par exemple, comme celui où nous nous trouvons, à travers les ans, la transformation de Paris par
le baron Haussmann, dont on parle bien sûr beaucoup. Paris capitale, capitale majestueuse qui s'apparente à un défi pour les architectes du XXIe siècle, et vous en savez quelque chose, Emmanuel Grégoire, qui doivent justement la moderniser, qui doivent la verdir, encouragée par l'Hôtel de Ville qui multiplie les appels à projets, réinventer Paris, Paris climat énergie, etc., etc. Une nouvelle génération qui imagine des projets pour rhabiller la ville dans les prochaines décennies. Je pense au cinéma Étoile Voltaire, par exemple, magnifique, aujourd'hui fermé à cause de la crise sanitaire. On a franchement hâte qu'il réouvre. Le bâtiment construit en 1908 par l'architecte Paul Friezé, ancienne station électrique de l'avenue Parmentier, transformée en établissement cinéphile, façade en verre futuriste, 500 fauteuils disséminés dans 5 salles pour profiter d'une programmation mixant œuvres griffées, arts et essais et nouveautés populaires. Quant au toit-terrasse, il est occupé par la table du chef étoilé Thierry Marx, bien sûr, qui d'ailleurs avait vécu et a grandi pas très loin de là où vous êtes né, parce que vous êtes des Lilas, et lui, il était du 20e arrondissement, donc c'était pas très loin. Autre exemple pour le régal des yeux, les fenêtres condamnées, aspect défraîchi, la gare Masséna, vous connaissez bien la gare Masséna, à 2 pas de la bibliothèque François Mitterrand, qui est longtemps restée fermée. Depuis quelques mois, elle prend sa revanche sous la houlette de l'architecte Lina Gottmé. Le bâtiment construit en 1863 se transforme en une tour de 50 mètres de haut, rassemblant bureaux, logements, bars et espaces pour cultiver fruits et légumes, plantes aromatiques, fermiers bien entendu. Le but, mettre l'accent sur l'alimentation locale, de la fourche à la fourchette. On pourrait dire les choses comme celle-ci. Ainsi, à Masséna, Emmanuel Grégoire, on va jardiner, puis cuisiner sa récolte avant de déguster le tout entre amis. Non loin, une faune d'ingénieurs de start-up sortant de la halle Fraissinet, le plus grand incubateur numérique du monde. C'est ce Paris-là aussi, que l'on aime aussi. Bref, Paris vit, Paris se transforme, mais Paris sera toujours Paris. Merci, on peut l'applaudir. Merci Sylvain pour cet éclairage, cet édito sur la capitale. Et tout de suite, allez, on se plonge dans le passé. On va voir un petit reportage avec Martine Perra. Martine Perra qui est historienne et qui organise des visites guidées. Elle nous emmène sur les ponts de Paris. À la base, je suis historienne, c'est vrai, mais je me suis spécialisée vraiment dans l'histoire de Paris. Je ne sais pas si je peux utiliser cette expression, mais je crois que je peux dire que je l'ai dans la peau. Toute l'histoire des ponts de Paris est liée intensément à l'histoire de la ville, à son extension, à son urbanisme, à son histoire sociétale également, partant notamment du Pont Neuf jusqu'au pont Alexandre III. Là, ce sont 7 des plus beaux ponts de Paris actuellement. Le pont Alexandre III, qui est une véritable charnière entre le 19e et le 20e siècle, qui nous permet aussi de revoir l'histoire de l'exposition universelle de 1900, puisque ce pont est véritablement le clou de l'exposition universelle. Voir la passerelle des Arts qu'on peut admirer aujourd'hui et qui relie le Louvre à l'Institut de France, à cet emplacement pratiquement, nous avions simplement des chaînes tendues entre 2 tours qui étaient les tours de l'enceinte de Philippe Auguste. En continuant vers l'ouest, on va rencontrer d'autres très beaux monuments, et en particulier l'ancienne gare d'Orsay, qui est notre musée du 19e siècle aujourd'hui. Et puis, en poursuivant notre promenade, on va rencontrer bien sûr l'Assemblée nationale. Ça, c'est lorsqu'on arrive au pont de la Concorde, qui devait être le pont Louis XVI et inauguré en tant que pont de la Révolution, et qui nous amène alors tranquillement vers d'autres magnifiques monuments que sont le Grand Palais qui domine le pont Alexandre III, les 37 ponts qui permettent de franchir le fleuve. Ces ponts sont des ouvrages d'art. La Seine est vraiment jalonnée des plus beaux monuments parisiens. On peut le confirmer. Magnifique, Olivier, superbe. Superbe. Alors, une petite réaction, Emmanuel Grégoire, parce que vous avez... Je crois que ça évoque chez chacun de nous des flâneries amicales, familiales, parfois amoureuses, et que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux qui émerveillent autant dans le monde. C'est d'ailleurs, je crois, ce que beaucoup de touristes reconnaissent. Mais ce qui est très intéressant dans les travaux de Mme Perra, c'est que l'histoire des ponts, on a toujours des clés d'entrée dans la ville. Moi-même, j'ai beaucoup travaillé plutôt sur les notions de frontières et l'extension géographique de Paris. Mais l'entrée par les ponts est intéressante parce que je pourrais raconter 1000 anecdotes qu'elle connaît bien mieux que moi, mais qui racontent l'histoire de ces ponts, de la modernisation par Henri IV, de la construction du pont Neuf, qui est le premier pont
traversant rive à rive, la construction du pont de la Concorde avec les blocs de pierre de la Bastille démontés. Voilà, les ponts de Paris sont pleins de symboles et ça me permet une anecdote. Un ouvrage vraiment que j'aime beaucoup vient d'être réédité. Alors d'ailleurs, c'est pas tout à fait réédité puisque c'est la première fois que c'est une compilation aux éditions de la Villette d'un auteur qui s'appelle Hénard, qui a été un célèbre fonctionnaire de la ville de Paris et un très grand connaisseur du patrimoine et de l'histoire de la ville, qui a beaucoup travaillé au début du XXe siècle et qui expliquait les projets avortés, parce que l'histoire très riche de Paris, c'est tous les beaux projets qui ont été mis en œuvre, mais aussi tous les projets avortés. Et quand elle évoque la passerelle des Arts, à l'époque, il était prévu de faire un croisillon, en réalité, à la place du pont des Arts. Je le crois beaucoup plus harmonieux tel qu'il est aujourd'hui. Mais l'histoire des ponts montre aussi l'immense créativité, originalité. Enfin, notre ambition est que les amoureux puissent continuer à y flâner longtemps. Voilà. Merci Emmanuel Grégoire. On va tâcher d'ailleurs de découvrir qui vous êtes, puisque notre amie Fanny Bourdin est arrivée sur le plateau. Salut Fanny. Bonjour. Alors, on a le CV de notre invité qu'on brûle de découvrir. Les clés de la ville, le CV de l'invité. Rebonjour Emmanuel Grégoire, je suis là pour faire votre portrait, mais ne soyez pas inquiets, je vais aller assez vite. Vous êtes le premier adjoint d'Anne Hidalgo en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques. Ça fait beaucoup pour un seul homme. C'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes devenu insomniaque, allons savoir. Vous êtes natif du 9-3, je crois. Vous êtes né au Lilas en 1977. Et quand vous ne travaillez pas, vous déprimez. Eh bien, pas moi. En 2009, vous devenez chef de cabinet de Bertrand Delanoë. En 2012, vous êtes casté pour l'Élysée, mais vous atterrissez à Matignon comme chef de cabinet. Encore, mais cette fois de Jean-Marc Ayrault. En 2014, vous êtes élu conseiller de Paris. Vous avez couru votre premier marathon en 4h18. Il paraît même que vous étiez enrhumé. Est-ce vrai ? Oui, c'est vrai. 4h18. Je ne pense pas que j'aurais fait mieux sans être enrhumé, mais enfin, il est toujours plaisant de le croire. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux dans l'Assemblée ? C'est toute la question. Je pense pas. Enrhumé. Voilà. Moi-même en forme, je mets 24 heures. Enfin, 2 jours. Pas de souci. Alors, vous êtes également fan de jeux vidéo, un tantinet violent comme GTA et Assassin's Creed. C'est possible, ça ? C'est vrai ? Ben oui, j'ai décidé d'externaliser mes frustrations dans le jeu vidéo plutôt que dans la politique. C'est conseillé. D'accord. Redevenons sérieux 30 secondes. Vous êtes devenu premier adjoint d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, en 2018. Après la démission fracassante de Bruno Julliard, il se dit même qu'il s'agissait d'une évidence pour la première dame de Paris. Vous avez eu le temps, et je sais vraiment pas où vous l'avez trouvé, d'écrire un livre aussi. Paris n'est pas une ville, c'est un monde qui va même très vite. Vous avez refusé que les bâtons sauteurs en libre service envahissent la capitale. Et là, je vous dis merci. Vous êtes donc mon idole et l'homme fort de la mairie de Paris. Merci. Merci Fanny, merci beaucoup. Bon, on n'a rien oublié, là. Alors là, je découvre quelque chose, justement, il faudra qu'on reparle d'Assassin's Creed. Hein. Ça m'interpelle. Ouais. Pour les gens de ma génération, c'est juste... Mais il y a un excellent numéro, si je peux me permettre. Oui. Je crois beaucoup à ce qu'on appelle les serious games. C'est la découverte de la culture et de l'éducation par le jeu vidéo. Et il y a notamment... Alors, elle ferait un tout petit peu grincer les puristes de l'histoire et de sa rigueur, mais il y a un très bon numéro sur le Paris de 1792 dans lequel il y a des reconstitutions historiques absolument phénoménales. Et j'ai trouvé beaucoup plus l'occasion de séduire mes enfants à l'histoire de la Révolution par les jeux vidéo que par mes lectures un peu roboratives de jeunesse. Voilà. Le monde a changé, il faut qu'on change un peu avec. Pour pouvoir refaire les événements, vous allez à la Paris Games Week. Oui, enfin, avec les enfants. Oui, avec les enfants. Le jour, j'ai envoyé mon fils au PUC en me disant il va bien finir par s'inscrire à un sport. Et il est revenu, il m'a dit je me suis inscrit à la section e-sport Fortnite. Ah ouais, pas mal. Je me suis dit qu'il n'y a aucune limite, limite. Hein. Mais c'est un sujet tout à fait essentiel, notamment sur le plan économique, pour le dynamisme de l'économie française. Alors, on va parler d'urbanisme hein, quand même, justement. On va se plonger sur la fois, on évoquera l'immobilier aussi, bien sûr, tout à l'heure. On évoque, qu'est-ce que pour vous, déjà, Paris est la plus belle ville du monde? Qu'est-ce que la beauté d'une ville pour vous?
Oui, pour moi, c'est la plus belle ville du monde, et puis notamment parce que dans mon enfance, vous l'évoquiez à l'instant, ça avait quelque chose de très fantasmé que j'ai un peu raconté dans mon livre. Pourquoi Paris est, l'une des plus belles villes du monde? C'est tout simplement parce que elle a su, et elle a eu la chance aussi, d'être préservée au moins largement des affres de l'histoire et des guerres. C'est rare de concentrer dans un même lieu une telle disparité architecturale avec une telle valeur. Et ce que je trouve toujours amusant, c'est que dans l'imaginaire collectif, l'immense harmonie qui se dégage de l'histoire patrimoniale de Paris laisse parfois à penser que des choses sont contemporaines alors qu'elles sont parfois éloignées de 300 ou 400 ans en termes de construction. Vous évoquiez évidemment la richesse du Paris médiéval, il y en a encore beaucoup dans le Marais, un petit peu sur la rive gauche, du Paris pré-Renaissance, du Paris de la Renaissance, évidemment de ce moment de bascule historique qui est l'ère des grands préfets, dont Haussmann, mais il y en a d'autres, Rambuteau avant lui, il y a eu d'autres grands préfets qui ont vraiment considérablement modernisé la ville au XIXe siècle. Et mon sentiment, c'est qu'après quelques décennies d'errance, que moi je qualifie l'immédiat après Seconde Guerre mondiale, dans lequel on répondait aussi à des objectifs de politique publique nationaux tout à fait essentiels, notamment de la construction de logements, on est revenu depuis une trentaine d'années à une trajectoire un petit peu plus fidèle au patrimoine, notamment dans les quartiers périphériques, les quartiers faubouriens, comme on les appelle, dans lesquels il a été fait des choses un peu osées et auxquelles l'histoire ne rend pas tout à fait hommage sur le plan architectural et fonctionnel. Et vous souhaitez en fait transformer de plus en plus la ville. On l'évoquera notamment avec le fait de décourager le plus de conducteurs de voitures de ne pas être présents à Paris, de sortir un petit peu la prime à la mobilité, au déplacement doux, au vélo bien entendu. Et puis vous avez lancé, c'est l'actualité, le 20 novembre dernier, un travail autour d'un manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne. Culture et mémoire qui font partie des enjeux de l'espace public d'aujourd'hui. Et vous souhaitez ce que vous appelez redéfinir une nouvelle grammaire urbaine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et concrètement, comment ça va marcher? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout le monde est d'accord pour dire que le patrimoine de Paris, il est exceptionnel, etc. Mais après, il faut relever les enjeux du temps. Et c'est très difficile de moderniser une ville tout en étant fidèle à son histoire, à son patrimoine. Et notamment, au-delà du sujet architectural sur lequel je peux revenir, mais le sujet de l'espace public est un sujet compliqué. Pourquoi? Parce que nous voulons répondre à des besoins nouveaux, des besoins de mobilité, des besoins de sécurité, des besoins de végétalisation. Sauf que les dernières années, nous l'avons fait, et Anne Hidalgo en est la première consciente, en manquant de ligne directrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Une ligne directrice, c'est des choses aussi simples que de penser en avant le design urbain, la destination, la fonctionnalité, l'entretien. Et donc, Anne m'a demandé de travailler sur ce sujet à travers plusieurs leviers. C'est à la fois de faire travailler des designers sur quelques inspirations. On dirait en marketing, on appelle ça un cahier de tendance. C'est quel est le référentiel dans lequel vous voulez inscrire le temps long de l'aménagement de l'espace public. Et puis le deuxième, c'est celui d'une meilleure articulation de conflits d'usage d'espace public. C'est quoi les conflits d'usage? Ils sont inhérents à différentes manifestations d'usage de l'espace public, mais aussi ils sont souvent le témoignage de nos propres contradictions. On aime aller faire la fête, rarement en bas de chez soi. Il nous est désagréable que d'autres le fassent. C'est la trottinette qui n'aime pas le piéton, le vélo qui déteste la trottinette, la voiture qui déteste le vélo et le bus qui déteste tout le monde. Donc, on doit arriver, en évitant la paralysie, à accompagner une transformation radicale de l'usage de l'espace public qui passe par la réduction de la place de la voiture. À la fois pour lutter contre la pollution, mais aussi pour une meilleure disponibilité de l'espace public à d'autres usages. Parce que, en réalité, la voiture continue à surconsommer de l'espace public par rapport à son usage objectif dans le mix mobilité. Et donc, c'est ce travail que nous essayons de faire sur le plan fonctionnel, mais nous souhaitons, en plus de l'approche fonctionnaliste, introduire une démarche esthétique sur laquelle on va beaucoup débattre, on va échanger. Alors, il y a le camp des conservateurs sur ce plan-là, c'est un peu mon cas.
je l'avoue. Je considère que... Et d'autres qui veulent être en rupture, aller beaucoup plus loin dans l'innovation. Mais parce que il y a des designers qui sont très intéressés à faire des choses qui sont par ailleurs magnifiques. Mon sujet n'est pas d'ailleurs de questionner la beauté intrinsèque d'un objet, c'est plutôt la question de son insertion dans son environnement. Et il y a des choses qui sont très belles à certains endroits et qui me semblent moins pertinentes à d'autres. Et ce qu'on applique à l'esthétique urbaine en général, on a aussi pour ambition de l'appliquer à l'architecture. L'architecture est un sujet éminemment complexe dans lequel interviennent des critères économiques, de rentabilité de projet, des critères esthétiques et de concours de marché public parfois quand c'est une commande publique. Mais mon objectif n'est pas du tout de brider la créativité des architectes, mais de dire que simplement il y a des endroits dans lesquels il faut respecter des lignes directrices et que dans les endroits où il n'y en a pas, et il y a plein de quartiers à Paris où quand vous arrivez, vous savez à peine que vous êtes à Paris, et il s'est fait beaucoup de choses baroques les 50 dernières années. Eh bien, de réfléchir à créer... parce que je crois vraiment que cette adaptation, parce qu'à la fois, vous voulez consulter les Parisiens à partir de janvier 2021, c'est ça, lancer aussi une consultation en ligne sur ce qu'ils pensent du mobilier urbain à Paris, de voir concrètement qu'est-ce qui pourrait être changé ou comment ça pourrait évoluer. Et puis, vous attachez aussi une attention toute particulière à la végétalisation. Est-ce qu'il y en aura là aussi de plus en plus à Paris? Est-ce que certains quartiers seront prioritaires dans le domaine? On a 80 quartiers à Paris. D'un quartier à l'autre, on a des fois des différences complètement folles. Est-ce que politiquement, est-ce que c'est une stratégie? Vous souhaitez en fait pas une harmonie, mais d'essayer d'éviter le moins de fractures possible, ou y a-t-il des quartiers prioritaires? Alors, il n'y a pas vraiment de quartier prioritaire parce que c'est une ambition politique, elle a été présentée, je crois qu'elle a été validée, et nos adversaires ou nos concurrents qui parfois ont été durs là-dessus, peu à peu ils sont venus, et on est passé du vous faites n'importe quoi à vous le faites mal, ce qui en soi est déjà un immense progrès. Le sujet, c'est la temporalité et le rythme. Il y a des quartiers dans lesquels l'appétence est très forte, donc on va commencer par cela, et dans ceux dans lesquels on sent des réticences, des interrogations, eh bien on le fera dans le dialogue et le plus doucement possible. Par lesquels, donc on va concrètement, les 80 quartiers, pour que chacun l'ait en tête, il s'agit des 80 quartiers administratifs définis au moment de l'extension de Paris et par la loi Thiers. Donc d'ailleurs c'est assez baroque parce qu'il y a des quartiers dans lesquels ils n'ont pas une taille homogène, ni de population, ni de taille. Mais donc la feuille de route de Jacques Baudrier, qui est l'un de mes collègues dans l'exécutif, qui est précisément en charge de la supervision et de la coordination des travaux, qui n'est pas le sujet sur lequel nous avons le plus excellé, eh bien, il va faire un quartier par arrondissement par année. L'objectif est double. Le premier, c'est de faire tous les travaux en même temps. Nous l'appliquons à nous-mêmes et nous allons l'imposer aussi à ceux qui font beaucoup de trous dans les rues de Paris et qui ne relèvent pas de nous, mais ce sont les grands concessionnaires de réseaux d'avitaillement, électrique, chauffage urbain, gaz, etc. Et puis on va les faire progressivement en concertation, et ça traduira aussi, le manifeste va aussi servir à ça, c'est de créer des signatures cohérentes dans ces quartiers, évidemment cohérentes, y compris avec l'héritage patrimonial auquel nous sommes extrêmement attachés. Et puis, ça permettra aussi, on revient le sujet de l'espace public, de désencombrer l'espace public. Il y a trop de choses dans l'espace public. Et quand il y a trop de choses, il y a des stickers, il y a des graphes, et le meilleur moyen qu'un mobilier urbain ne soit pas sali, c'est qu'il ne soit pas là. Et donc, on va essayer de doser. Il y a beaucoup de travail à faire sur les panneaux de signalisation qui sont devenus largement obsolètes. Mais on veut le faire avec une méthode rigoureuse, et donc c'est l'approche par quartier que nous avons proposée. Alors justement, on va entrer un peu plus dans le vif du détail, puisque effectivement, Figaro Immobilier et Radio Imo, on va parler d'immobilier, bien évidemment, c'est un peu la dent creuse, on a l'impression dans Paris, et on comprend quand même tout à fait bien votre position. Paris est cher, Paris est très très cher. J'aimerais qu'on revienne, si vous voulez bien, sur l'encadrement des loyers. J'aimerais avoir votre avis. Encadrement des loyers, dispositif appliqué déjà entre 2015 et 2017, qui avait été ensuite invalidé par le tribunal administratif. Depuis, la loi a changé, ce qui vous permet de retester le dispositif. Question, c'est concluant, l'encadrement des loyers. Est-ce qu'on peut réellement, Emmanuel Grégoire, se dire qu'avec l'encadrement des loyers, on peut tenter, je dis bien, tenter pour toutes les municipalités, les grandes municipalités du pays d'ailleurs, d'endiguer finalement l'inflation des loyers? Alors, la réponse est oui,
Mais c'est pas la solution miracle, c'est une évidence. Pourquoi c'est oui? D'abord parce que les études montrent que ça marche plutôt bien et que le reproche qu'on faisait a priori à l'encadrement des loyers, c'est que ce serait un phénomène désincitatif à l'investissement au profit du locatif. Ça ne s'est pas traduit à Paris. Il faudra voir dans la durée, mais ça ne s'est pas traduit. Mais ça ne s'est pas traduit aussi pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que l'encadrement n'est pas totalement respecté. Pourquoi? Parce que la loi prévoit un dispositif dérogatoire en l'encadrement des loyers qui permet à un propriétaire... Complément de loyer, oui. Voilà, complément de loyer pour des raisons qu'il justifie comme il le souhaite, grosso modo, mais qui peut être un petit balcon, une orientation, etc. La loi prévoit, mais la loi me semble un petit peu souple. Du coup, il y a des dérogations massives par des compléments de loyer. Mais grosso modo, on voit que ça tasse l'évolution, mais que ce n'est pas un élément suffisant dans le déficit structurel entre l'offre et la demande à Paris. Donc, nous sommes évidemment pour le maintenir, pour le suivre, pour veiller à sa bonne application, mais il faut réfléchir à d'autres dispositifs. Il ne s'agit pas seulement d'avoir en tête de tasser, entre guillemets, la rapidité d'augmentation des prix de l'immobilier en général, et donc sur le locatif par conséquence. Il s'agit aussi de se soucier de la mixité sociale de Paris. Il est parfois fait le procès à Paris, il est à la fois vrai et faux, d'être une ville pour les très riches, pour les très aisés et pour les très aidés. Une ville où la gentrification est une réalité, comme de toutes les grandes capitales d'Europe, Emmanuel Grégoire. Oui, enfin, comme dans toutes les grandes villes, tout court. C'est le cas. Enfin, pour avoir beaucoup voyagé en France... Est-ce que c'est un vœu pieux, c'est même une bonne idée politique, de dire on va lutter contre la gentrification? Est-ce que c'est pas un phénomène sociologique, finalement, qui s'explique par le fait qu'à un moment donné, les libres prix du marché font que les plus riches vont là où les plus riches vont? Oui, mais d'abord dans l'histoire, la gentrification, on en a fait un phénomène d'accélération récent. En réalité, alors les débats de sociologues prendraient 15 jours, mais c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps dans les grandes villes urbaines. Et les périodes dans l'histoire où il y a eu des reflux des hypercentres ont été des moments particulièrement sombres de l'histoire. Donc en réalité, la dynamique d'attractivité des villes, elle est inhérente à la nature et à l'histoire de l'humanité, que ce soit à Paris ou dans n'importe quelle ville ou pays du monde. Le sujet, c'est celui de la soutenabilité et du long terme. Existe-t-il des outils de politique publique pour corriger ces effets? La réponse est oui. Le logement social en est un, mais il n'est pas suffisant. Et donc, l'une des priorités de notre mandature, à la fois de poursuivre l'effort sur le logement social, mais c'est aussi de stabiliser une offre locative à moyen long terme sur Paris pour les classes moyennes. Deuxièmement, est-ce que c'est bien ? Parce qu'après tout, on pourrait questionner le bien fondé de cette ambition politique. Évidemment, nous, on pense que c'est bien. Et pourquoi on pense que c'est bien? C'est que ce qui fait, probablement d'ailleurs, c'est un cas singulier dans le monde entier de Paris. Paris a toujours été une ville de diversité sociologique, toujours dans l'histoire. Et avec, vous connaissez cette fracture historique entre le Paris de l'Ouest plus aisé, le Paris de l'Est plus populaire, qui s'est traduit à tous les moments de l'histoire. Enfin, ça s'est à peu près structuré à partir du 15e, 16e siècle, pour plein de raisons très passionnantes, mais que je ne peux pas détailler ici. Et ça a fait la richesse de quartier. Pourquoi? Parce que ça crée ces zones de sérendipité, de mixité sociale, dans lesquelles il y a la tournée, pour reprendre les célèbres expressions de la tournée des Grands-Ducs, ces lieux de rencontre entre les classes ouvrières, entre les milieux aisés, sur le plan culturel. Emmanuel Grégoire, pour loger les Parisiens qui ne peuvent plus se loger, déjà vous avez perdu 53 000 habitants sur les 5 dernières années, je crois, il me semble-t-il. Donc on est déjà sur une courbe démographique qui est assez négative. Les gens qui veulent quitter Paris parce qu'ils ne peuvent plus se loger, le Covid, le premier confinement et a fortiori le deuxième confinement, a mis en relief 3 choses: de l'espace, du verre et de l'air. On a redécouvert les vertus d'un balcon, d'une terrasse, d'un espace, et on s'est rendu compte qu'un facteur clé du bien-être dans la copropriété, d'un vrai bien-être, c'est l'espace. Et l'espace à Paris, on ne peut pas dire qu'il y en ait beaucoup. Clairement, est-ce que les politiques ont les moyens de limiter les prix dans Paris ? Bon, ça reste le faut-il. Mais qu'est-ce que vous dites aux investisseurs? Parce que effectivement, vous avez annoncé tout à l'heure, vous dites effectivement, on a cru un risque de désinvestissement massif suite à la mesure des loyers. Effectivement, avec Olivier, on a constaté que non, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Ça veut dire que finalement, cette résilience d'actifs, de placement d'actifs, il faut quand même me rappeler qu'il y a beaucoup d'investissements dans Paris, ça reste toujours aussi attractif malgré tout, malgré une fiscalité qui est parfois un peu compliquée.
On peut le dire. Wow. Alors, je voudrais juste compléter ma question. C'est des problèmes de riches, si je peux me permettre. Ouais, votre collègue Yann Brossat, qui est en charge du logement, me semble-t-il, a annoncé, il y a eu une petite volée de bois vert sur Twitter, vous savez à quoi je fais allusion, sur la loi SRU. Où on a Yann Brossat dans une interview qui dit il faut que les municipalités soient au taquet de la loi SRU. Alors, je rappelle, la loi SRU, il faut avoir un stock de logements sociaux dans une ville. Je crois c'est 25%, me semble-t-il. Voilà. Donc on a un Yann Brossat très, très volontaire, très passionné, comme il sait l'être. Sauf que dans Paris, est-ce que Paris applique la loi SRU? La réponse est oui. On est vraiment à 25% de... Non, mais c'est 25% en 2025. C'est ça la loi SRU. Donc, après, on y sera donc. Ah oui, on y sera. Enfin, c'est un engagement de mandature et on y sera. Mais enfin, généralement, les gens que j'ai vus sur Twitter se plaindre qu'on n'y était pas, sont pas ceux qui font la promotion du respect de la loi SRU. Non, mais c'est surtout Twitter. C'est surtout vos adversaires politiques. Twitter est un univers de rationalité complexe. Non. Moi, j'aime beaucoup la formule. Deux observations sur ce que vous avez dit qui sont très intéressantes. Pourquoi Paris reste très attractive? On verra l'effet Covid. Je suis pas très inquiet sur l'effet Covid à long terme. La ville en Europe, l'une des villes les plus attractives. C'est extraordinaire. Oui, mais en fait, pourquoi? C'est parce que justement, il y a cette profondeur historique et patrimoniale. On sait bien qu'un investisseur, c'est pas par le rendement locatif. Le rendement locatif à Paris, il est incroyablement faible par rapport à bien d'autres endroits. C'est pour ça que beaucoup se sont détournés vers Airbnb, justement, en se disant au moins là, il n'y a pas d'encadrement. Tout à fait. Et voilà. Et d'ailleurs, ça a été aussi dénoncé. Je ne sais pas quelle est la politique maintenant de la mairie de Paris, vous allez nous le dire, par rapport justement à... Bon, il n'y a pas qu'Airbnb, mais la location touristique saisonnière. Donc... L'attractivité de Paris est très liée à son histoire, etc. Donc on y investit. Par contre, il y a des comportements opportunistes d'investisseurs et je ne peux pas leur reprocher. Encore une fois, c'est aux législateurs de faire la loi, c'est pas aux investisseurs de s'auto-donner des règles morales etc. Mais simplement, on n'a rien contre Airbnb. J'imagine que tous dans la salle, ça nous est arrivé d'y recourir. C'est pas le sujet. Le sujet sur les plateformes de meublés touristiques, c'est que ça détourne des logements exactement, des Parisiens. Ça fait quand c'est généralisé. C'est généralisé. On dit qu'on n'a rien contre Airbnb. Airbnb, dans un pays comme le nôtre, comme dans certains pays, c'est une plaie. En fait, ça dépend. Il y a des endroits, et moi je connais des petits villages de dans Dordogne. Des quartiers, des appartements qui étaient destinés à la location de longue durée pour des jeunes étudiants, par exemple, des chambres qui font 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, qui se louent à des prix. On se demande comment c'est possible même que les gens puissent payer ces prix-là. Des chambres de 9 mètres carrés qui se louent à 110 € la journée. Le rendement d'un meublé touristique, c'est 7 fois supérieur à un locatif normal, à peu près, grosso modo. Et encore plus à Paris. Et pourquoi c'est si rentable? C'est que la pression touristique est très forte. En même temps, si vous êtes propriétaire d'un petit appart dans Paris, quand on vous dit vous allez faire 3 000 €, 4 000 € de rentabilité, alors que si vous le louiez, il vous rapporterait 870 €, je peux comprendre qu'effectivement, ce soit tentant, quoi. Exactement. D'ailleurs, on n'a aucun problème à ce qu'il soit tenté. Simplement, il faudrait déjà que les gens respectent la loi. Il y a des villes d'Europe qui ont interdit Airbnb dans leur... la première d'entre elles, c'est San Francisco. Plus de contrôle. Non, mais déjà, appliquer la loi. La loi, elle est simple. C'est 120 jours maximum par an. Au-delà, on a le droit. Mais au-delà, on rentre dans une activité économique pour laquelle on est soumis à une fiscalité. Parce que il y a le problème. Airbnb, non, c'est pas possible. Non, je crois pas. Enfin, faut pas interdire. Moi, je suis pas pour interdire. Je suis pas pour interdire. Bon, ça relève pas de la mairie de Paris. Et encore une fois, quand c'est un couple parisien qui veut louer un mois par an son appartement lorsqu'il part en vacances pour prendre un peu de sous, c'est très bien. C'est très bien, au contraire. Mais par contre, pas de location professionnalisée qui fait un effet d'éviction sur le stock de logements disponibles. C'est très difficile à savoir, mais on estime qu'il y a 70 000, 80 000 appartements qui ont été retirés du marché locatif au profit du meublé touristique dans des activités purement spéculatives. Et donc, il faut que le législateur s'en occupe. Donc le législateur a fait beaucoup de choses ces dernières années. On a beaucoup plaidé pour, avec beaucoup de grandes villes, avec notamment beaucoup d'autres grandes villes sur le plan mondial. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai une préférence, c'est le système berlinois. Le système berlinois est assez simple. Quand vous louez un Airbnb, vous louez une chambre dans un appartement. Voilà. Il y a d'autres qui ont interdit purement et simplement. C'était l'idée initiale, en fait, Airbnb. C'est pour ça que ça s'appelle Airbnb. C'est le matelas gonflé dans le salon qu'on loue pas cher. Comme quoi,
même les idées les plus utopistes et les plus conduisent parfois aux énormités les plus absurdes. Mais on n'a rien contre Airbnb. Donc vous dites déjà appliquer la loi. Appliquer la loi, et nous avons porté la demande auprès du législateur du renforcement des contrôles et puis de l'abaissement du nombre de jours autorisés. Quand vous louez 120 jours, c'est 4 mois par an. Quand vous louez 4 mois par an, ce que permet actuellement la loi, ce n'est pas vrai de dire que vous êtes un résident permanent. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Et ça, c'est un sujet pour soulager, pour rééquilibrer un peu le déséquilibre offre-demande. Merci. À propos, juste peut-être une dernière question sur l'urbanisme, parce qu'on construit très peu à Paris. Il y a très peu de constructions neuves. Quels sont vos rapports avec les promoteurs privés? Là, je parle vraiment du privé. Ou est-ce que stratégiquement, vous souhaitez mettre le cap sur la rénovation, la réhabilitation, plutôt que la construction? Et vous dites, il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de place, on ne peut pas construire à Paris. Ou quelle est votre stratégie dans ce domaine? Du foncier, il n'y en a pas beaucoup. Ça, non, c'est vrai. Est-ce que la ville qui se construit sur elle-même, c'est une solution? Et je compléterai la question, la réversibilité des bâtiments avec les bureaux qui deviennent peut-être des alternatives valables. Vous avez presque déjà répondu à tout. À Paris, il y a du foncier, il y en a eu, on a beaucoup construit depuis 2001. Revenir sur la démographie, il veut bien qu'on nous fasse le procès des 53 000 habitants, enfin c'est pas moi qui les ai perdus d'ailleurs, mais le pic démographique de Paris, c'est les années 20, les années 50, on est à 3 millions d'habitants à Paris intramuros, au périmètre actuel. Ça descend, le pic bas de démographie, c'est 1999. Ensuite, ça remonte avec un pic haut en 2011. En 2011, on a dépassé les 2,2 millions d'habitants et nous avons, pardonnez-moi, reperdu depuis 53 000 habitants. Et le premier contributeur de la baisse de population, c'est la baisse de la natalité. Moi, je veux bien, il faut vraiment faire une analyse précise parce que l'augmentation des prix de l'immobilier, ça ne fait pas baisser la population. C'est faux de croire ça. Ça provoque une mutation sociologique. Ça fait venir des plus riches à la place de moins riches. Mais il ne faut pas se tromper d'analyse. Ce qui fait la baisse de la population, c'est 2 facteurs. C'est la baisse de la natalité, et puis vous corrélez ça avec la mortalité, etc. Et deuxièmement, la diminution du stock disponible par de la mutation de logements, qui avait d'ailleurs l'effet spectaculaire de la baisse démographique entre les années 50 et les années 90, c'est la résorption de l'habitat insalubre, des petites chambres de bonne qu'il y avait partout où les gens s'entassaient dans les quartiers hyper populaires. Et donc, on est revenu sur quelque chose de plus soutenable. Donc, on doit continuer à construire à Paris. Évidemment, moi, je suis probablement le premier adjoint à l'urbanisme, extrêmement frustré, puisqu'à part la friche, c'est même pas, je vous dis n'importe quoi, c'est même pas une friche municipale, nous n'avons plus de grands fonciers ville. Aujourd'hui, il reste de la reconversion de quelques friches industrielles et surtout, il reste de l'optimisation de faisceaux ferroviaires qui nous permet, en lien avec la SNCF, en optimisant les flux de trains, de manger sur les faisceaux ferroviaires et de rebâtir des quartiers. Donc, on va encore continuer à construire, mais c'est vrai qu'on arrive au bout. Paris est plein. Paris va bientôt être plein. Et donc, on va rentrer... et c'est sur le phénomène de reconstruction. C'est un axe majeur du PLU bioclimatique. Nous passons d'un PLU de construction à un PLU de transformation, avec des enjeux tout particuliers dans lesquels il n'est pas interdit de construire, mais la règle va être la réhabilitation plutôt que la destruction, et la destruction sera l'exception. On va être sur des enjeux de rénovation thermique. En fait, en matière... D'urbanisme circulaire, notamment, exactement. D'urbanisme transitoire En aussi. matière de potentiel de marché, même si on ne construit plus beaucoup de neuf, et on va encore le faire, mais même si on ne construit plus beaucoup de neuf, le potentiel d'activité économique autour de cet enjeu de transformation du bâti ancien en un bâti moderne est tout à fait essentiel. Et la question de systématiser la réversibilité est tout à fait centrale. La réversibilité veut plus peut-être aussi la surélévation des copropriétés, qui est aussi un des enjeux, ainsi que la rénovation énergétique. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire. Justement, on va parler de ces grands projets emblématiques. Vous savez, les projets emblématiques qu'il y a eu dans Paris, notamment celui du tribunal de grande instance, confié à l'agence de Renzo Piano, le célèbre architecte. Et on s'est permis d'interviewer Bernard Platner, architecte associé chez Renzo Piano Building Workshop, en charge de la construction du nouveau tribunal de Paris. Il revient un peu sur les travaux. Je vous propose qu'on l'écoute dans ce reportage tourné par Fanny Bourdin. Faire le tribunal de Paris, est-ce que c'était une bonne chose ? Moi, je ne sais pas. Mais la politique, après 20 ans de réflexion et de constat de situation de l'abri du palais de justice de la Cité, de l'abri dans le sens des conditions de travail pour tous les magistrats, a abouti à faire quelque chose d'énorme.
Eh bien, écoutez, la construction, tout le processus a pris, on va dire, à partir du concours, 8 ans. Et la construction proprement dit, 2 ans et demi, 3 ans. Ce palais de justice, ce tribunal, c'est comme une petite cité. Il y a 2000 personnes qui travaillent là-dedans en permanence. Ils s'attendent, une fois que ça fonctionne, à quelque chose comme 8000 personnes qui vont y traverser par jour, que ce soit pour des audiences, que ce soit pour de l'information, du service au public. La spécificité de ce programme-là était justement de rendre beaucoup plus accessibles les services de la justice à la population et de casser la notion que véhiculent les palais de justice en général et les anciens en particulier, c'est l'intimidation, n'est-ce pas ? Oui. L'intimidation qui est faite quand vous allez au palais de justice, la cité, d'accord, c'est un bâtiment aujourd'hui Napoléon III, mais avant il était déjà du XVIIIe, et puis il date quand même de Louis XI, de Saint-Louis, du XIIe siècle. Enfin, on a toujours jugé sur la cité, toujours, 1000 ans. Ben, ça pèse psychologiquement. Et quand vous êtes obligé de monter des marches et que vous avez des colonnades de type grec, etc., qui ont voilà, c'est pour impressionner. Eh bien, le projet que nous avons eu la chance de gagner, de faire, il a été exactement diamétralement opposé dans l'idée et fait de sorte à dire on va être le plus transparent possible sur la place, sur la ville. Faire la justice n'est pas... tous les justiciables ne sont pas des criminels qu'il faut enfermer, détester. C'est même la petite partie. Les autres ont besoin du service de la justice pour 1000 choses de la vie courante. Venez, c'est ouvert, c'est transparent, on voit à travers, ça fait pas mal. On est là pour vous accueillir et pour donner des services. C'est ça l'idée de la composition de ce bâtiment qui a les salles d'audience dans le socle, surélevées sur la place qui entre à l'intérieur du bâtiment, c'est-à-dire le parvis, la ville entre pour créer la salle des pas perdus, celle où vous rencontrez vos avocats, vous rencontrez vos conseillers, etc. Vous attendez qu'on vous appelle pour aller dans une audience ou une autre. Et c'est quelque chose qui est une place publique. Ça, c'était une des idées fondamentales de ce bâtiment. L'idée fondamentale, c'était d'avoir de la lumière naturelle. Elle tombe de en haut, elle tombe à travers la grande façade. Et aussi, évidemment, on n'a pas eu l'occasion de le dire, le végétal. Le végétal, c'est l'avenir de la ville. Merci à Bernard Plattner de nous avoir reçus dans les locaux de l'agence Renzo Piano. Et on va passer tout de suite à la rubrique Parlons bien. Les clés de la ville, Parlons bien, avec le fichier Amépi. Eh oui, c'est le moment de faire un coup de projecteur donc sur l'immobilier à Paris avec notre invité en plateau, Francis Poiret, que l'on peut applaudir, vice-président du fichier Amépi, partage de mandat, et à la tête de Poiret Immobilier. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans la discussion autour de l'immobilier à Paris, 3 chiffres clés. Premier, 10 700. Comme 10 700 €, c'est le prix moyen au mètre carré à Paris d'un appartement selon les dernières statistiques des notaires. Deuxième chiffre clé, c'est 7. C'est en pourcentage la hausse annuelle des prix des appartements à Paris au troisième trimestre de 2020, donc plus 7% en un an, toujours selon les notaires. Alors, il y a un petit ralentissement depuis le confinement, mais les prix restent évidemment élevés. Paris 2 fois plus cher que Lyon et Bordeaux. Et puis 3 arrondissements qui sont sous la barre des 10 000 € du mètre carré à Paris, le 13e, le 19e et le 20e arrondissement. Alors, Francis Poiret, vous qui êtes un spécialiste de l'immobilier, qui avez une grande expérience, je crois plus de 20 ans dans l'immobilier à Paris, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville, et en cette période particulière de crise sanitaire, bien sûr, comment vous jugez, comment se porte le marché immobilier parisien ? Alors, le marché parisien immobilier est un grand marché, il y a 2 millions d'habitants. Vous avez parlé des 80 secteurs administratifs, il y a également les micro-marchés, des lieux magiques qui perturbent les prix, qui les mettent à la hausse. Et on peut revenir en fait sur l'année passée, avant ce confinement. On a eu en fin d'année dernière, fin 2019, début 2020, on sentait
une montée des prix. C'est assez général. J'ai interrogé et j'ai échangé avec de nombreux confrères du fichier Amepi. Les secteurs sont bien différents en fait. Et d'ailleurs, il y a un côté assez marqué. On va peut-être enlever le 13e, mais on a rive droite, rive gauche. On n'a pas forcément les mêmes analyses où le marché va dans le même sens en fait. Le marché ne s'est pas véritablement arrêté. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une fracture typiquement entre le quartier Odéon, on est à 14-15 000 euros du mètre carré, et plus. Pont de Flandre dans le 19e arrondissement, on est autour de 9 000 euros du mètre carré. L'impression que là, c'est carrément deux villes. Non, mais tout à l'heure, Emmanuel Grégoire, vous parliez de la segmentation Est-Ouest. Là, on est tout à fait marquant. On est dedans, on a l'Est-Ouest, effectivement. Non, ça se traduit dans les prix. Je veux dire, voilà, encore une fois, l'Est. Alors, le 19e arrondissement a toujours été, on va dire, et le 20e arrondissement un peu la traîne de la montée des prix. Il y a, heureusement, ça permet à une population de pouvoir s'installer dans Paris, puis les quartiers se transforment quand même. Les quartiers se transforment tout doucement. Bien sûr que sur le centre de Paris, on a des marchés qui s'envolent, on a des prix qui vont dépasser les 20 000 euros le mètre carré. Mais pour revenir en fait à l'année dernière, on sentait une montée des prix, quels que soient les arrondissements. C'est ce que tout le monde a constaté. On a eu le confinement, on s'est posé toutes les questions. On s'est demandé quel allait être le comportement de nos acquéreurs, les comportements de nos vendeurs, de nos locataires, de nos bailleurs. Puis en fait, 2 mois plus tard, tout a repris comme avant. Il y a eu un énorme dynamisme sur tout l'ensemble des secteurs. On a pu avoir ça et là quelques difficultés peut-être de reprise, mais globalement, tout s'est déroulé normalement avec un marché toujours très actif. Là vous parlez juste après le premier... Après le premier confinement. Premier confinement, d'accord. Donc ça, c'était reparti. C'est reparti. Bon, il y a eu la dynamique, mais depuis, alors... Fin août, début septembre, on a commencé à sentir, alors peut-être les préannonces d'un futur confinement, il y a eu un peu plus d'attentisme. En fonction des secteurs, en fonction des CSP, des typages de biens, on a eu des réactions d'attentisme un peu en amont. Je suis dans le 15e arrondissement. Quand vous dites attentisme, c'est je reporte mon projet immobilier. Je reporte mon projet. Je voulais vendre, mais je ne vends plus, j'attends. Je voulais vendre, je ne vends plus, mais surtout les acquéreurs. On avait beaucoup d'acquéreurs qui étaient en attente, qui nous ont demandé de les conserver dans nos fichiers clients. Ce sont des fichiers qui, pour nous, sont précieux. Je reporte ma décision. Je ne sais pas ce que va être demain. Enfin, il y a l'incertitude économique, bien sûr, générale. L'incertitude sur l'emploi aussi, pour certains. C'est clair. On commençait à avoir une difficulté d'octroi de banque. On a eu des cas où, effectivement, le client, 2 mois plus tôt, nous voyait en disant, dans tous les cas, j'ai 2 banques qui me suivent, aucun problème. Et puis, 2 mois plus tard, il n'y a plus qu'une banque qui va les suivre. Oui. Et c'est lié aux restrictions du HCSF et des mesures qui ont été prises. Tout à fait. Avant le Covid, d'ailleurs, pour le rappeler. Mais avant le Covid. Et on a eu les avant conséquences. Le confinement. On a eu les conséquences maintenant. Ouais. Donc, vous avez trouvé, en fait, le phénomène, une chute des transactions, si on vous suit. Les transactions se poursuivent encore aujourd'hui. On a encore dynamisme. Mais on a un ralentissement entre la prise de mandat à Paris. On était mandaté et quelques jours plus tard, on trouvait un acquéreur. Parce que souvent, cet acquéreur venait de nos fichiers. On avait les clients en portefeuille qui attendaient. Très peu de biens, beaucoup d'acquéreurs. C'est vrai, vous, l'Amepi, vous avez une particularité énorme dans le pays. Vous connaissiez le fichier Amepi ? C'est extraordinaire parce qu'en fait, vous mutualisez vos mandats. Absolument. Ce qui fait qu'une agence immobilière qui a 2 personnes a une visibilité sur la totalité du marché. Quoi. Absolument. C'est très efficace. C'est très efficace. On a non seulement le... Dans cette période... alors là, l'efficacité... Francis, dans cette période, vous vous dites, heureusement, je suis fichier Amepi par rapport au stock. Alors, le stock est en train de grossir actuellement. En général, sur Paris, tous les agents immobiliers me disent, enfin tous ceux avec qui j'ai échangé dernièrement avant cette émission, disent on a des stocks qui montent. On avait 5 mandats exclusifs dans une agence. L'agence aujourd'hui détient 10-12 mandats. C'est un phénomène assez général. En face, nous avons des acquéreurs qui sont attentistes, qui attendent un peu aujourd'hui 2021, peut-être. Et puis, on a des acquéreurs opportunistes qui arrivent, qui peut-être étaient un peu écartés du marché, compte tenu des budgets qu'ils pouvaient consacrer, qui se disent aujourd'hui, on a un stock de biens qui reste sur le marché, on va tenter notre chance, on sera opportuniste et on va faire des offres audacieuses. On parlait ça s'équilibre. Justement, Olivier, une dernière question, parce qu'on est pris par le temps, sur autour de Paris, tendance, bon plan. Alors,
C'est une question. Oui, Voilà. alors effectivement, si on sort de Paris, mais juste quand même une toute petite chose. On parlait de l'attractivité de Paris. Est-ce que Paris, avec des prix qui étaient très élevés, qui commencent, selon les notaires, à baisser légèrement, le fait que régulièrement aussi, et on le voit, ça fait le tour du monde, ces images d'un Paris dégradé avec les manifestations, ce qui se passe à Paris, est-ce que la cote à Paris de l'immobilier, avec des prix aussi élevés, et se maintient, ou vous sentez qu'il y a une réticence? Non, la cote de Paris, Paris reste Paris, on l'a dit, vous l'avez dit, voilà, c'est clair. On est dans la plus belle ville du monde, on a, nous, les agences immobilières, les agents immobiliers qui travaillent à Paris, une chance inouïe. Et il y a toujours l'attractivité. Il pourrait y avoir une baisse de prix quand même. La baisse de prix, c'est extraordinaire, ce rapport émotionnel. Vous savez, quand on parle de Paris comme ça, on pressent c'est dingue. Une baisse de prix. Mais rien ne dit que demain, le marché va repartir. Parce qu'au lendemain du confinement, on pensait que le comportement des acquéreurs allait être différent. On a perdu des acquéreurs. Un exemple simple, je suis dans le 15e arrondissement, j'ai un couple qui va investir 900 000 € dans un 80 mètres carrés et qui dit « Stop, on va partir, moi qui ne quitterai jamais Paris ». Pour le cas, je m'installe à Clamart, j'achète un appartement à Clamart de 700 000 €, puis je vais investir 200 000 € dans une maison à Bourges. Voilà. Et ça, c'est un cas concret. C'est fait. Justement, Francis, on a envie d'aller plus loin. Quelles sont pour vous les opportunités? Là, je parle de Paris Intramuros. Où y en a-t-il? Les opportunités sur Paris Intramuros, c'est un petit peu compliqué d'avoir des opportunités sur Paris Intramuros. C'est vous l'expérience. On va plus aller dans les arrondissements si on veut, effectivement. Moi, je connais quelqu'un à Metz qui m'a donné de très bons plans. Voilà. Est-ce que moi je veux le même à Paris? Le même à Paris, on va aller dans les arrondissements peut-être dits plus populaires, qui vont être le 19e et le 20e arrondissement. Et là, on va pouvoir trouver des logements. Et tout n'est pas bas prix, parce que sur certains secteurs où on trouve de très jolies maisons, on va avoir autour de la butte Chaumont, on va avoir des prix qui vont s'envoler. On peut aller aussi dans le 18e, et le 18e il est très large, le 18e de 7 000 à 25 000. Ah oui, c'est sûr. C'est le grand écart. Alors les bons plans, et vous évoquiez la sortie de Paris. Une alternative pour des primo-accédants, on va dire ça comme ça. Ça reste quand même l'Est parisien. Oui, c'est l'Est parisien. On a des arrondissements comme le 11e, le 12e, parce qu'on a des petites surfaces, en fait. Le dynamisme du marché, on a constaté des différences entre les arrondissements rive gauche et proche du centre, et puis des arrondissements comme le 11e, le 12e arrondissement, le 19e, le 20e, où il y a eu un grand nombre de transactions. Moins d'attentisme. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de petites surfaces. Et on peut, dans ces secteurs-là, même si les prix restent hauts, l'enveloppe budgétaire est abordable pour des gens qui veulent rentrer dans Paris. Voilà, écoutez, on espère qu'on vous a donné suffisamment d'informations. Mesdames et messieurs, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas aussi à consulter le fichier AMIPI dans lequel vous avez effectivement toutes les informations. Et puis si vous voulez aller dans le 15e arrondissement, vous allez dans l'agence immobilière de Francis Poiret, par exemple. Vous êtes installé où? 15e. 15e, où ça? Vaugirard, métro Pasteur. Voilà, rue de Vaugirard. Rue de Vaugirard. Mais le 11e, ça fait rêver tout le monde. C'est clair. Merci beaucoup, Francis Poiret. C'est l'heure de passer à notre prochaine séquence. Parlons mieux. Voilà, bien mieux. On est bien mieux. Les clés de la ville. Bien mieux avec Maxime.fr. Merci d'être avec nous toujours dans ce grand rendez-vous justement de l'immobilier, Tour de France de l'immobilier, les clés de la ville. Emmanuel Grégoire, on a parlé beaucoup de rénovation aussi énergétique. Là, pour le coup, cette séquence avec notre ami Pierre Leroy va parler de rénovation et de ce vaste chantier de rénovation énergétique. J'allais dire que d'un point de vue économique, d'abord, ça peut assurer 20 années d'activité quasiment pour beaucoup. Mais en tout cas, il y a une urgence climatique clair. Je sais que vous êtes très sensible à cela, justement. Pierre Leroy, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors justement, je profite de la présence d'Emmanuel Grégoire, justement, qu'on évoque les problématiques d'analyse énergétique des bâtiments. Moi, j'ai envie de vous poser la question. D'abord, on va rappeler qui est Maxime, que vous représentez aujourd'hui. Et puis, on va parler spécifiquement, si vous voulez bien, Pierre, du problème de la rénovation énergétique dans la ville de Paris. Alors, effectivement, Maxime en deux mots, c'est une start-up qui est aujourd'hui dédiée à la sécurisation du financement et de la mise en relation sur le domaine de la rénovation énergétique. Vaste sujet, puisque le niveau de confiance est assez faible sur le thème, même s'il y a un gros travail qui est fait avec le sujet MaPrimeRénov' notamment. Et donc, notre sujet, c'est de digitaliser un monde qui ne l'est pas et qui permettrait de gagner énormément de temps et donc d'argent dans la gestion de ce type de projet.
Donc ça fait maintenant 13 ans qu'on travaille sur le thème. Emmanuel Vargon, qui était d'ailleurs sur notre plateau il n'y a pas si longtemps, nous a parlé de MaPrimeRénov', de l'ensemble des dispositifs, du volume très important, plusieurs milliards d'euros consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments, comme étant l'une des clés essentielles finalement du renouveau des villes, c'est-à-dire de l'espace, de l'air, du verre. Emmanuel Grégoire, vous avez annoncé des mesures extrêmement intéressantes, effectivement, la réduction de l'empreinte automobile dans les villes, plus de mobilité. D'ailleurs, la première des mobilité, c'est de marcher, par exemple. Ne parlons pas du vélo et autres. Justement, le bâtiment, c'est le facteur carbone le plus important. Il y a vraiment un sujet sur la question. 43% des consommations d'énergie au niveau national, donc c'est faramineux. Et en même temps, c'est un secteur qui doit se réinventer, puisque la génération de gains de productivité en 30 ans à l'échelle européenne sur le secteur du bâtiment est de 1%. Donc on a un vaste chantier devant nous. Le thème, c'est effectivement comment faire en sorte comment on peut réconcilier finalement le bâtiment, l'environnement et l'habitant. Alors comment vous allez vous y prendre sur Paris? Alors vous avez pas mal de chiffres sur Paris. Exactement. Alors comme vous le savez, la rénovation énergétique est au cœur du plan de relance. L'objectif du gouvernement, il est simple, relancer l'économie, ce que vous disiez tout à l'heure, de manière vertueuse, en combinant donc confort de vie, emploi local et économie sur la facture énergétique du pays. Et pour être dans le match, il va falloir qu'on passe de 280 000 rénovations énergétiques annuelles à plus de 500 000 par an. Considérable. On a donc un peu de pain sur la planche, et si on veut accélérer. Donc, alors aujourd'hui, dans la continuité du Tour de France qu'on a déjà démarré maintenant depuis quelques temps, on va regarder effectivement sur Paris s'il y a un vivier potentiel pour massifier la rénovation énergétique. Alors justement, le vivier potentiel, c'est intéressant, mais est-ce que justement la rénovation énergétique, quand on voit la complexité des bâtiments, je prends un exemple, les bâtiments haussmanniens, d'accord, parce qu'une isolation thermique par l'extérieur, quand on a des bâtiments qui sont classés, vous n'êtes pas chaud, là, sur les... Non, c'est non, d'accord. Bon, parce qu'effectivement, on va quand même pas dénaturer la ville, déjà qu'il y a plus grand monde en ville en ce moment. Enfin bon, la solution, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, on va analyser un peu les choses et on va s'intéresser aux données. D'abord, ce qu'on disait tout à l'heure, Paris, c'est plus d'1 380 000 logements, dont plus de 80% sont des résidences principales. Ça, c'est le premier point. Ça correspond à vos chiffres? Oui, tout à fait. D'accord. La première spécificité de Paris, c'est que 7 logements sur 10 ont été construits avant 1970. Donc, c'est bien sûr lié à l'histoire de Paris. Mais quand on sait que les premières réglementations thermiques, elles datent de 1975, on peut imaginer le poids de cet héritage à l'heure où la France doit se mobiliser pour rénover son parc immobilier. C'est clair. D'ailleurs, cela se confirme avec une deuxième spécificité de Paris, à savoir que plus d'un logement en fait, sur deux dispose d'un DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, avec un résultat qui est inférieur à D. Donc, soit D, E ou F ou G. Oui, c'est le classement du niveau de l'énergie. Si on est A et B, on est bien. On est bien, ouais. Voilà. Alors, dans l'ancien, c'est pas évident. Mais, ouais, mais effectivement, à partir de D, on peut considérer qu'il y a du travail à faire. Donc, il y a ce qui veut dire qu'il y a une partie du parc de logements parisien qui est donc littéralement dans le orange, voire dans le rouge, au gré de ces couleurs-là. Et donc, ça place Paris en retrait de la moyenne nationale. Il y a donc clairement du pain sur la planche, comme on disait tout à l'heure. Et enfin, la troisième spécificité de Paris, c'est que c'est une des villes les plus prisées par les investisseurs dans le monde. Et on pourrait donc se dire qu'il est facile de capter de l'argent indispensable pour rénover les actifs parisiens. Donc, on a a priori quand même tout un tas de facteurs qui nous disent qu'il y a quelque chose à faire en matière de rénovation énergétique à Paris. Ok, en pratique. Le problème, c'est que c'est pas si simple. Donc ça, c'est la théorie. Effectivement, en pratique, c'est pas si simple. Premièrement, l'étude de la valeur verte des logements parisiens montre qu'une rénovation énergétique à Paris, aujourd'hui, a finalement très peu d'impact sur la valeur du logement, contrairement au reste de la France. Concrètement, là où il y a une classe énergétique, où une classe énergie peut se valoriser habituellement aux environs de 5% du prix estimé du bien, à Paris, il y a zéro impact, il n'y a même aucun effet visible. Donc ça, dire le simple fait, dire que je comprenne bien, un appartement énergivore, je le vends quel que soit Oui, c'est pour des mécanismes assez simples à comprendre, en fait, d'organisation de copro, d'hyperattractivité, etc. C'est l'un des sujets. Moi, je vous laisse finir, je compléterai. Oui, très bien. Alors là, on est vraiment sur le cœur du recteur. Là. Exactement. Donc, on a cette problématique-là. Il y a des clients qui sont prêts à acheter n'importe quoi. Exactement. C'est un des sujets. Deuxièmement, Paris a le plus faible taux de propriétaires occupants d'Europe, puisque seulement 33% des logements sont occupés par leurs propriétaires. Pour mémoire, la moyenne en France, c'est 58%, et en Europe, c'est 70%. C'est juste ça ?
Oui, c'est tout à fait 33% des propriétaires occupants dans Paris. Je ne peux pas donner le sentiment que je suis là pour valider votre intervention. Ah non, mais c'est tout à fait juste. Non, mais c'est même une spécificité historique. Il y a peu, et donc c'est vrai que comme c'est le locataire qui paye la consommation, les propriétaires sont vraiment pas du tout incités à rénover. C'est un des enjeux tout à fait essentiels des 20 années qui viennent. Alors, et effectivement, on sait qu'un propriétaire qui occupe son logement est logiquement plus regardant sur son confort. Et puis le troisième point, c'est l'attachement viscéral de Paris à son histoire et à son patrimoine. En effet, nos architectes des bâtiments de France ici se régalent. Ils attachent d'ailleurs plus d'importance à préserver nos fameuses façades haussmanniennes que Haussmann lui-même ne pouvait en accorder aux quartiers entiers qui ont été rasés lorsqu'il a redessiné Paris. Et donc, à leur décharge, il est vrai qu'une ITE sur ce type d'immeuble ancien ne serait sans doute pas du meilleur effet pour l'harmonie de nos grands boulevards. Bon, moi, quand je vous écoute, je suis un peu déprimé. J'ai l'impression que c'est une impasse énergétique, Paris. Eh bien, c'est vrai, Sylvain, que si l'on additionne l'absence de rentabilité de la rénovation énergétique des logements parisiens, le fait que peu de propriétaires soient occupants et donc intéressés à être mieux chez eux, et qu'en plus le contexte historique et architectural bloque toute dynamique de réhabilitation de masse, on pourrait effectivement se dire que nous sommes devant une équation relativement insoluble, mais pourtant, tout n'est pas perdu. Vous savez, j'ai l'impression, quand je dis Pierre, comme ça, de me prendre pour... quand on parlait dans le téléachat avec Pierre Bellemare. Alors Pierre, y a-t-il une lumière au bout du tunnel ? En effet, et paradoxalement, le Covid peut rebattre les cartes, mon cher Sylvain. D'accord. Ça coûte pas 599 francs. Non. D'accord. Ok. Non, mais effectivement, quelques points qui sont intéressants de remettre en perspective. Déjà, on parlait du dépeuplement de Paris qui s'est amorcé depuis 2012 et qui risque de s'accélérer suite au confinement. En effet, nombre de Parisiens saturés d'être calfeutrés en famille dans un 2 ou 3 pièces pour un loyer douloureux ont décidé de migrer vers l'air respirable de la province. Et il faut savoir que Paris a déjà perdu 2,3% de sa population. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, 53 000 personnes en 5 ans. On pourrait donc escompter à moyen terme une demande moins forte, ce qui pourrait plaider pour une amélioration qualitative de l'offre de logement, peut-être. Ok. Deuxième facteur. Deuxième facteur potentiel qui alimente cette thèse, c'est le recul de l'intérêt des propriétaires investisseurs pour la location meublée courte durée, qui est pourtant, alors vous disiez vous 7 fois, moi j'ai 2 fois et demi plus rentable qu'une location longue durée. Et en tout cas, c'est plus rentable, c'est sûr. En effet, nous savons tous que le retour à un tourisme anté-Covid n'est pas immédiat et que la régulation risque de se renforcer sur ce thème. Donc c'est pourquoi ces propriétaires vont se rabattre naturellement, et ça commence déjà, sur de la location classique, certes moins rentable, mais plus durable pour leur loyer. Ce changement de cap pourrait donc les contraindre à améliorer leurs biens au-delà du homestaging habituel sur ce type de location pour proposer une rénovation plus confortable, plus économe pour leurs occupants. Le troisième facteur, c'est le télétravail. Exactement. L'avènement du télétravail, il va permettre de libérer des surfaces de bureaux. En effet, nous savons qu'une réflexion s'engage actuellement par les professionnels du secteur sur la réversibilité des surfaces de bureaux en logement. On parle quand même de 20% des surfaces de bureaux qui pourraient être concernées et qu'il faudrait transformer. Donc ces 3 facteurs plaident pour une dépressurisation potentielle possible de la demande et donc une potentielle amélioration de l'offre de logement économe et confortable. Alors, quand on entend vos arguments, mon cher Pierre, est-ce que ça risque pas de prendre du temps ? Peut-être trop de temps. Voilà. Et oui, Sylvain, on ne va pas se le cacher. C'est pas une tâche impossible. C'est un risque. Le temps que tout cela se mette en place, nous serons peut-être revenus aux jours heureux et tout redeviendra comme avant. Il est trop tôt pour le dire. Mais on peut quand même imaginer que tout cela œuvre à terme pour un meilleur équilibre entre l'offre et la demande de logement, alors que jusqu'ici, n'importe quel logement, même insalubre, pouvait être exploité. Donc si en complément, nous ajoutons l'ambition des élus et des grands opérateurs à faire de Paris une ville inspirante, à l'image d'acteurs comme Paris Habitat qui impulsent des approches innovantes en travaillant sur la réutilisation des matériaux ou la récupération de chaleur émise par le métro pour leur rénovation, nous pouvons être confiants. Oui, les acteurs se mobilisent pour réinventer Paris et le logement à Paris, mais il faudra sans doute surfer sur l'effet Covid pour créer une dynamique collective et libérer toutes les bonnes énergies pour rénover Paris. Et si on y arrive, on pourra peut-être paraphraser avec malice Charles de Gaulle: Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris rénové. Bravo Pierre, applaudissements. Excellente. Vous finirez par être un excellent à la radio, Pierre. La rénovation, c'est le sens de l'histoire, notamment à Paris. Oui, c'est l'enjeu tout à fait central. Hein. Vous l'évoquiez sur le poids des consommations sur l'empreinte carbone dans le plan climat et énergie que nous avons adopté. La question de la rénovation du bâti ancien est centrale. Et vous avez évoqué quelques pistes qui me paraissent intéressantes, mais je ne crois pas qu'elles suffiront. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a quand même 2 sujets qu'il faut acter, discuter, mais il faudra tendre vers l'obligation de rénovation thermique, et je pense qu'il faut aussi engager
très vite. C'est pour les de la même passoires façon thermiques notamment, d'ici 2028, ce sera interdit, en tout cas, de certains propriétaires, s'ils n'ont pas rénové. De relouer à la vente aussi. Alors, la vente, c'est difficile. On peut imaginer une fiscalité plutôt que de l'interdiction. Je ne suis jamais trop pour interdire, mais c'est plutôt pour la location. Parce que c'est un enjeu tout à fait central. Et la deuxième chose, c'est en fait, il faut réfléchir à des modalités innovantes de financement. Évidemment, le cofinancement par les pouvoirs publics est un moyen, que ce soit par des mesures de défiscalisation, de cofinancement ou de subventions directes. Mais il y a un autre moyen, c'est aussi de rendre plus incitatif par les tarifications des consommations, des paliers au-delà desquels il est beaucoup plus intéressant de rénover plutôt que de laisser... je ne veux pas faire un parallèle parce qu'il est socialement beaucoup plus dur l'autre, mais c'est la même réflexion. C'est jusqu'à quel moment un propriétaire loue un logement en pas bon état, voire même insalubre, plutôt que de le rénover. Et donc, il y a des comportements de jusqu'au boutiste et il faut que les pouvoirs publics assument leur rôle. Il faut l'engager. Le défi, c'est celui de l'urgence parce que on ne pourra pas résoudre les problèmes dans la seconde moitié du XXIe siècle et donc c'est maintenant qu'il faut s'y attaquer. C'est clair. Merci beaucoup, Emmanuel Grégoire. Merci à vous, Pierre. Dernière séquence et on arrive vers la fin de cette émission. Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Banque. Aurélien Deleuth avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Aurélien ? Très bien, en pleine forme. Voilà, Arkea Banque, voilà, les banquiers que nous apprécions particulièrement. Pouvez-vous nous expliquer, mon cher Aurélien, d'abord, ce que vous faites sur Arkea, juste pour rappeler, je sais que Arkea a une particularité, vous connaissez Arkea Banque, bien sûr, vous avez une particularité, c'est d'avoir une très forte empreinte territoriale. Exactement. Donc Arkea Banque est une filiale du groupe coopératif et territorial Arkea. Nous sommes implantés sur les 20 centres d'affaires partout en France. Et une des spécificités, c'est d'être un banquier spécialiste de la chaîne du logement et de l'immobilier. On accompagne en fait les opérateurs d'une opération du début à la fin, du financement d'un foncier par une collectivité locale, les aménageurs publics, privés, les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, jusqu'à l'investisseur institutionnel. Alors, vous allez nous parler d'un projet particulier, puisque vous aimez beaucoup Paris, je le sais. Exactement. Et je sais que vous êtes très engagé. Voilà, je voudrais aussi qu'on fasse un clin d'œil à Alain Hervé qui nous écoute. Oui. Alors de parler évidemment du territoire de Paris et du Grand Paris, qui est un territoire caractérisé, une zone très tendue avec des fonciers qui sont rares, des fonciers qui sont complexes à retravailler, et puis une demande qui est très forte, notamment une demande de logement qui est extrêmement importante. Donc ce que l'on voit nous aujourd'hui sur des opérations, on va parler urbanisme, on va parler opérations d'aménagement, c'est qu'on a des opérations qui sont de plus en plus complexes à sortir. Est-ce que vous allez nous parler d'une opération particulière ? Bien sûr, avec une volonté forte des élus d'avoir une mixité de produits, du logement, du bureau, du commerce, des écoles, et puis aussi d'avoir une mixité sociale, on en parlait tout à l'heure, sur le résidentiel, avec le logement social, le logement intermédiaire dans Paris, et puis le logement en accession classique. Donc la ville de Paris, si on fait un focus, ce qui est particulièrement active historiquement sur les opérations d'aménagement importantes, notamment en s'appuyant sur ces filiales, les outils à 100% publics, sociétés publiques de la ville de Paris, pour développer des grosses opérations d'aménagement. Alors les plus grosses sont derrière nous, mais il y a encore de très belles opérations qui sortent en ce moment. Je pense à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, qui est piloté donc de cela par la ville de Paris et une société publique, dans lequel vont sortir 600 logements. Alors on est sur une opération plutôt résidentielle. Emmanuel Grégoire. C'est magnifique parce que c'est une reconversion d'un site hospitalier dans lequel on a gardé les bâtiments d'exception et dans lequel il y a de la densification soutenable, c'est-à-dire qui crée vraiment des quartiers, une traverse sur ce bâtiment. Il y a eu l'urbanisme transitoire, notamment. Il y a eu un très bon projet très connu. Plateau urbain. Plateau urbain, les grands voisins, c'est un projet magnifique. Avec, en plus, comme c'est une belle opération pilotée par Paris Métropole Aménagement, on a plusieurs opérateurs sociaux qui s'y positionnent, Paris Habitat, la IRIVP. Il y aura des commerces et tout. C'est, je crois, un bon exemple de requalification. Vraiment magnifique, superbe. C'est ce que la ville peut donner de mieux, vraiment. Oui. Je pense aussi, alors la ville doit se réinvente également, parce que je pense notamment à la transformation d'un outil qui est une SEM, cette fois-ci public-privé, la SEM Paris-Seine, qui travaille qui est un ensemblier urbain, qui est plutôt promoteur public et qui travaille sur des opérations d'ouvrages complexes en lien avec le privé. Donc on voit vraiment qu'il y a une vraie volonté de la collectivité locale d'insuffler et de travailler ces nouvelles opérations d'aménagement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets à nous parler ?
On va peut-être sortir du périphérique. Voilà, on va sortir du périphérique parce que voilà, on veut. Paris ne se limite pas uniquement. Enfin, il y a Paris, bien sûr, mais bon, il y a tout ce qui converge sur Paris, notamment un peu l'extérieur. Exactement. Donc, on a les opérations au niveau des gares, qui sont des opérations qui sont importantes. Si on continue, on a aussi les chantiers. On parlait tout à l'heure de la Seine-Saint-Denis, avec le projet des Jeux Olympiques et la construction, on va dire, de résidences pour les athlètes qui devront être reconvertis dans un second temps sur du logement. Et puis, un dernier exemple que je voulais vous citer, cette fois-ci plutôt dans le sud de Paris, mais très proche de Paris, sur une zone très tendue et qui a nécessité, on va dire, un peu une innovation d'une collectivité locale. C'était pour redéployer le site central sur Châtenay-Malabry avec la création d'un outil qui est unique, qui s'appelle la CEMOP, la Société d'Opération Unique, et qui a permis à la collectivité de redévelopper un écoquartier. Alors cette fois-ci, on parle de 2000 logements, donc c'est quasiment 5000 habitants, avec une forte mixité, beaucoup de commerces, évidemment des écoles, des équipements publics, et qui pour cela a fait rentrer dans sa société publique un opérateur privé qui est devenu majoritaire. Alors, en l'occurrence, ici, on est sur Eiffage Aménagement et qui est là pour retravailler et travailler cette nouvelle opération qui est en cours en ayant à la gouvernance de cette société l'élu qui permet de piloter son opération sur le long terme. Vous connaissez bien ce projet ? Vous connaissez ? Oui, on suit très attentivement. Moi, je suis en charge du Grand Paris dans l'exécutif et un peu dans la suite et de ce qu'on avait initié la mandature précédente et puis du très bon travail qu'on a avec la métropole du Grand Paris, avec tous les maires. On suit très attentivement tous ces projets qui sont pas simples à mettre en œuvre et puis on voit bien qu'une forme d'irritation, de conservatisme qui s'est déployé à l'occasion des campagnes municipales, et je ne fais la leçon à personne, mais les quartiers de gare, c'est un enjeu de développement de la métropole stratégique. Il est encore plus pour Paris, même s'il n'est pas concerné par ces quartiers de gare. Parce qu'il faut étendre, j'allais dire, les centres d'emploi, éviter de mettre tous les gens au même endroit quand ils dorment et au même endroit quand ils travaillent. Pour développer un peu plus de polycentralité, justement. La nation va mettre, allez, on va simplifier, une 50aine de milliards d'euros en tout sur ce Grand Paris Express. Ça n'aurait aucun sens qu'il ne soit pas au bénéfice de la construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux habitants, de nouvelles vies, de nouvelles dynamiques territoriales. Mais c'est vrai que pour l'avenir de Paris, les quartiers de gare et ce maillage-là est un enjeu stratégique majeur. Merci beaucoup Aurélien. Voilà, Arkea Banque, la banque justement pour les territoires, on l'applaudit bien fort. Vous restez avec nous, c'est la dernière séquence, c'est la séquence qu'on aime bien justement. On va essayer de rentrer dans votre carnet d'adresses, Emmanuel Grégoire, pour cette dernière séquence, tout de suite. Les clés de la ville, bonne adresse. Ça, c'est la séquence qu'aime bien Olivier. Oui, alors c'est vrai qu'on la pose généralement... Les bons plans d'Emmanuel Grégoire. Bien sûr, bien entendu, les bonnes adresses. Alors, bon, on ferme les yeux, on ne va pas parler de confinement. Et bon, oui, on va oublier. On va manger chez nous. Voilà. Alors, tout d'abord, où sortir à Paris pour boire un verre ? Alors, ça dépend avec qui vous y allez. Alors, ça dépend si vous avez le droit de le dire ou pas. Deux réponses possibles. Deux réponses. J'avoue que j'ai un attachement tout particulier, plus personnel, amical au Marais, parce que c'est un endroit magnifique, et un attachement familial à mon arrondissement, le 12e. Une adresse pour dîner, mais alors une vraie adresse. Une adresse pour dîner... c'est dur, ils vont vouloir. Par exemple, je ne vais pas citer un restaurant du 12e parce que tous les autres m'en voudraient beaucoup. Pourquoi pas. Ça pourrait, mais pour dîner, où est-ce que je vous emmènerais à dîner à Paris ? Bien, voilà, vous aimez bien. Un endroit qui vous touche. Pas aller trop bon parce que ça après on va me dire que t'as pas le droit parce que c'est trop cher et tout ça. Je vous emmènerai place d'Aligre. Voilà. Une adresse alors pour faire du sport. Alors, Paris est un terrain de sport. Et c'est un terrain de sport magnifique. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je cours. C'est comme j'ai pas beaucoup de temps pour découvrir les choses, vaut mieux aller vite. Découvrir la ville en courant est quelque chose de formidable. Et je le dis aussi pour ceux qui pratiquent le vélo. Après, moi, mon endroit où je fais du sport, c'est le Bois de Vincennes. Pour écouter de la musique. Les berges de Seine, avec tout seul, en marchant. Quand il fait un peu frais. Un jardin secret. Un jardin secret, le jardin d'agronomie tropicale du Bois de Vincennes, qui est un endroit très peu connu parce qu'il est côté Joinville, mais c'est un endroit magique. Peut-être magique parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens d'ailleurs. Alors à propos de gens, 3 personnalités selon vous qui sont incollables sur Paris.
un collab sur Paris. Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo et moi-même. Et dernière question. Alors là, c'est plusieurs adresses, mais si l'on devait fermer les yeux, vous fermez les yeux et vous imaginez Paris en 2030. Eh bien, j'espère que Paris en 2030 ressemblera beaucoup au Paris qu'on a aujourd'hui, avec des choses très nouvelles dans plein d'endroits. Mais je pense que Paris est suffisamment beau pour que la modestie nous incite à vouloir le préserver, le prolonger, plutôt que le changer. Et donc voilà, j'espère que quand on se baladera sur les rives de Seine, quand on sera en haut de la Tour Eiffel, il y aura peut-être un peu de spectaculaire. C'était le cas du TGI, que je trouve est un succès immense, alors qu'il avait incroyablement défrayé la chronique. C'est clair. Mais voilà, je pense que Paris est suffisamment belle pour qu'on s'en occupe par petites touches plutôt que par grands chantiers. Merci beaucoup Emmanuel Grégoire, qu'on peut applaudir. Merci infiniment. Alors, merci Emmanuel Grégoire. Je dois vous dire, puisque c'est la première fois que vous venez sur notre plateau, je ne sais pas si toi Olivier tu avais l'occasion d'interviewer Emmanuel Grégoire. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Moi aussi. Je vais vous dire, vous êtes un homme politique, on aimerait bien que beaucoup vous ressemblent, vous savez, parce que vous avez une façon d'être finalement qui est assez, très directe, et je constate avec plaisir d'ailleurs que vous avez parlé et répondu très directement aux questions qu'on vous a posées. On a tâché aussi d'être le plus constructif aussi possible, parce qu'on est Radio Imo aussi. Je confirme. Bien entendu, c'est un plaisir. Donc on se permettra, si vous voulez bien, je vais vous prendre en otage devant tout le monde, de vous réinviter, de venir sur le plateau de Radio Imo dans nos studios de la rue Réaumur. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup à toutes et tous de nous avoir suivis. Et juste pour terminer, les prochains rendez-vous à noter, donc après Nantes, Lyon et aujourd'hui Paris, eh bien en 2021, en janvier, nous serons à Toulouse, en février à Lille, au mois de mars, on sera à Caen, en avril à Bordeaux, au mois de mai, nous serons à Annecy, en juin à Montpellier et au mois de juillet à Clermont. Voilà, c'est un beau programme qui nous attend. Merci beaucoup. Merci aux équipes du Figaro, merci aux équipes de Radio Imo, toute l'équipe, ils se reconnaîtront, Alexandre, Rémi de Sagazan, Pauline et Fanny Bourdin, la productrice de l'émission, toutes les équipes de nos partenaires du fichier Amépi, d'Arkea Banque et de Maxime. On vous embrasse tous bien fort, restez solidaires, c'est la seule façon de s'en sortir. Très bonne fête à tous et à très vite. Les Clés de la Ville, en direct de Paris. Une coproduction Radio Imo et le Figaro Immobilier. Une émission présentée par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amépi, Maxime.fr et Arkea Banque. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de téléchargement.